C'est quoi les boîtes principales qui sont ici? Les plus grosses, bon, une des plus connues, c'est KissKiss, Ouais. leader suisse dans Toys, qui est aussi la première boîte que j'ai rachetée, Ok. qui était une entreprise sierroise. Ah, c'était valaisan de base? Ouais, c'était valaisan de base. Incroyable. D'où le fait que je suis venu m'installer en Valais puis que je bouge plus parce que les équipes, elles étaient ici. Ok. Après, on a Sticker Kid qui est aussi bien connu. Donc là, on est dans 45 pays. C'est les étiquettes avec le nom des enfants. Alors, il faut avoir une certaine taille. Donc, comment on a fait pour accélérer ça? Et j'ai racheté des boîtes. Pour moi, ce qui est toujours très important, on ne fait pas de dropshipping. On est en Suisse, on a des gens derrière, on n'est pas un scam. Je veux dire, l'e-commerce, ça existe depuis 25 ans. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Alex Ponvin. Salut Alex. Salut Edouard. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. Épisode qui sera un peu différent des autres parce qu'on va parler un peu plus business que immobilier pur. Explique-nous déjà un peu d'où tu viens. Et puis on avait fait l'épisode avec Ivan sur Immovation. Mais là, on va parler vraiment de Audacia cette fois. Exact, ouais. Alors, au moins, mon background, c'est vraiment Economics and Finance. J'ai étudié à Londres, bossé là-bas en private equity avant de revenir en Suisse pour lancer Audacia. Petit background aussi avec Green Van, où j'ai quelques restaurants que j'ai créés en 2014. Et puis ma première boîte, le premier Audacia a été une boîte immobilière, on allait rapidement parler. J'étais achat-vente d'appartements. Puis maintenant, je me suis consacré principalement sur Audacia Holding ou Audacia Group. Aujourd'hui, on gère une douzaine de sociétés sur un peu plus de 15 sites d'e-commerce. Donc la spécificité, je veux dire, de mon groupe, c'est qu'on essaie c'est une holding d'investissement qui est détenue, que je détiens en privé. Mon but, c'est de racheter des boîtes qui ont un monstre potentiel, de les intégrer dans mon système, que je dis un peu plug and play, où derrière, on a tous les RH, admin, marketing, IT, toutes les équipes, elles sont ici réunies à Sion. Et en fait, on met quelqu'un à la tête de la boîte, mais qui doit juste gérer l'opérationnel. Et donc, cette personne-là, son but, c'est que de faire de la croissance du chiffre d'affaires et de gérer les coûts. Le problème aujourd'hui, quand tu prends un entrepreneur, souvent, il fait tout. 50% de son temps, c'est faire du business, mais 50% de son temps, il le perd, entre guillemets, en gérant tout ce qui est admin, RH ou autre petits problèmes que toute PME pourrait rencontrer, même marketing, IT ou autre. Donc, nous, toutes ces parties-là, on a créé vraiment un pôle de compétences ici à Sion. Et le fait d'avoir beaucoup de boîtes à gérer, ça nous permet d'engager des top profils et de pouvoir vraiment aider au développement les boîtes qu'on rachète. Donc, même des fois, on garde l'ancien propriétaire qui, lui, va se concentrer que dans son business et va pouvoir vraiment passer 100% de son temps à vendre et puis pas devoir gérer des cacouilles. Ouais, ok. Parce que là, du coup, vous êtes toutes les sociétés sont rassemblées ici à Sion. Toutes les sociétés sont ici. Donc, Ok. on est à peu près 60 personnes dans ces locaux. Ouais. On a une équipe à Miami, en fait, pour tout le marché nord-américain, pour ce qui est production de stickers et puis une petite partie de logistique. Ouais. Pour vraiment Mexique, États-Unis, Canada. Parce que sinon, c'est trop loin d'envoyer depuis ici. Puis, les Américains aiment bien le Made in USA. Donc, les stickers qu'on fait ici en Suisse, qui sont Made in Switzerland, on a les mêmes là-bas, mais pour le marché nord-américain, Made in USA. Pourquoi Miami? Parce que c'était historique, en fait. On avait un franchisé là-bas qu'on a récupéré. Ah, ok. Mais sinon, toutes mes activités sont ici. On a les devs ici, les équipes de marketing. Pour moi, c'est important d'avoir mes équipes sur place, sous le même toit, pour pouvoir créer des synergies, pouvoir discuter avec eux. C'est beaucoup plus simple quand tu peux voir le gars qui fait le marketing, peut discuter avec le mec qui fait l'IT, qui peut discuter avec la personne qui gère le produit. Parce que chacun a des différents pain points et le fait de parler ensemble, on arrive vraiment à résoudre ces problèmes-là. Et je pense que le remote, c'est très bien pour faire du job un peu basique. Mais maintenant, dès que tu veux rentrer dans le détail ou régler des problèmes, tu as besoin d'avoir les équipes ensemble. Des équipes pluridisciplinaires, on va dire, avec chacun son point de vue.
Il va dire, bon, moi aujourd'hui le bottleneck c'est là, ou moi mon pain point c'est vraiment ici, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire mieux. Puis l'autre va dire dans l'IT, ah non, mais moi mon problème il est complètement ailleurs, est-ce que vous n'arrivez pas à changer votre façon de produire? Puis moi ça me résoudrait un problème IT, et puis vice-versa, en développant des petits trucs IT, on arrive à améliorer aussi la production. Ok. C'est quoi les boîtes principales qui sont ici? Les plus Alors, grosses. les plus grosses, bon, une des plus connues, c'est KissKiss. Vraiment Ah, c'est connu en plus. leader suisse dans les sex toys, qui est aussi la première boîte que j'ai rachetée, donc, Ok. qui était une entreprise sierroise. J'ai racheté en septembre 2018. Ah, c'était Valaisan de base? Ouais, c'était Valaisan de base. Incroyable. D'où le fait que je suis venu m'installer en Valais puis que je bouge plus parce que les équipes, elles étaient ici. Ok. Après, on a Sticker Kid qui est aussi bien connu pour. Donc là, on est dans 45 pays. C'est vraiment plutôt les étiquettes avec le nom des enfants. Donc c'est obligatoire quand les enfants vont à l'école ou vont dans les camps de mettre leur nom sur leurs affaires, enfin les habits ou leur trousse cartable ou autre. Ouais. Et donc on fait, tu peux designer ce que tu veux, tu mets le nom de ton enfant avec le fond que tu veux, la couleur que tu veux, le petit dessin que tu veux. L'avantage c'est que pour les enfants qui savent pas encore lire, ils arrivent à reconnaître leurs affaires. Ouais. Parce qu'il y a une grosse perte de temps. Les enfants qui oublient, qui prennent les mauvaises chaussures, enfin les profs qui savent pas que les chaussures, c'est la veste de tel ou tel. Donc, pour éviter ce genre de problème, maintenant on est obligé de mettre le nom partout. Mais donc on a ça qui sont connus. Puis là, une des dernières acquisitions qui est la ferme du CBD, qui est le leader, enfin des leaders français dans le CBD. Ok. Donc là, on a toutes nos équipes ici en Suisse. Les produits viennent principalement de Suisse. Enfin, nos fournisseurs sont suisses. Mais là, par contre, on bosse avec des third parties logistiques en France, parce que notre plus gros marché, c'est la France. Ok, d'accord, ouais. Ah, magnifique. Bah, justement, par rapport à ça, c'est très intéressant. Tu vois, moi, je suis exactement dans la phase que tu expliquais avant, Ouais. avec Invent. Donc, Ouais. je suis en train de... Tu vois, j'ai lancé ça il n'y a pas très longtemps, avec les vidéos sur les réseaux sociaux. Ça s'est bien développé et tout. Mais du coup, je fais l'expertise du consulting et de la formation en ligne. Ouais. Comme on a vu, la formation en ligne, ça va, c'est digitalisé. Tu Ouais. vois, tu peux gérer. Les vidéos, tout ça, bon, voilà, maintenant, j'ai des équipes qui bossent là-dessus, mais c'est principalement des prestataires freelances. externes. Tu vois, Ouais. voilà, exactement, c'est externalisé. Et par contre, l'expertise, ça, c'est un gros problème. Ouais. Parce que je vais chercher l'expertise, ensuite, je dois la faire. Si je vais la rechercher, Ouais. si je dois la faire. Et en fait, impossible de s'en sortir. Ouais. Et comment c'est gérer ça chez vous, chez des boîtes qui sont plus matures, qui sont bien développées? Enfin, par quelles étapes vous passez pour en arriver au fait qu'il y a un gars qui fait un truc qui fait que ça? Alors, il faut avoir une certaine taille. Donc, comment on a fait pour accélérer ça? J'ai racheté des boîtes. C'est le plus simple. Je veux dire, Ouais. aujourd'hui, tu vois, il n'y a plus d'assistante dans la plupart des boîtes parce que c'est pas rentable d'avoir une assistante. Maintenant, on a une assistante administrative qui va gérer 4 ou 5 directeurs. Donc, ce sont moi, plus en plus les 3 ou 4 directeurs des autres boîtes. Donc, on arrive à rentabiliser son temps. Maintenant, toi, si tu devrais avoir quelqu'un, tu aurais besoin d'avoir... Bon, il y a ces virtual assistants qui fonctionnent. Mais de nouveau, remote, je trouve que ça fonctionne jusqu'à un certain point. Mais après, c'est... Et puis, J'ai essayé, mais compliqué, tu vois. Je fais de l'expertise immobilière en Suisse. Il te faut quelqu'un sur place. C'est hyper compliqué. Ouais. On va faire comprendre parce que moi, c'était une personne qui était au Madagascar. Ouais. J'ai essayé 1 mois, ça n'a pas marché. Ouais. Elle va faire comprendre comment fonctionnent les géoportails, les cités, trouver le numéro de parcelle, écrire au registre foncier, c'est pas possible. Non, puis en Suisse, c'est difficilement rentable. Les salaires sont hyper élevés. Oui. Donc, faut faire du volume et puis avec une sacrée marge pour pouvoir commencer à te payer une assistante, gérer l'admin ou autre derrière. Donc après, bon, les fiduciaires, au début, c'est très bien, elles peuvent t'accompagner très loin. Nous, on a que récemment tout internalisé la compta. Ah ouais? Ah, vous avez tout internalisé. Ouais, maintenant, on est sur Abacus. Moi, je voulais avoir de la compta presque journalière, on va dire. Ouais. Mais moi, toutes les semaines, maintenant, j'ai des chiffres qui valent un peu la peine d'être vus. Et puis, on va dire, tous les mois, j'ai une compta mensuelle qui tient vraiment la route. Okay. Ça, c'était un besoin parce qu'on a des boards, on a des executive boards, on a pas mal de choses. Donc, j'avais besoin de commencer à avoir de la compta analytique. Mais jusqu'à maintenant, j'ai commencé à faire ma compta annuelle, puis après semestrielle, puis après trimestrielle. Et puis après, quand on a dit on veut du trimestriel, on a dit bon, on intègre tout. Le problème, c'est toujours une question de volume. Moi, comment je ferais au début, comment je gère avec Greenvan ou Innovation ou autre, j'essaie de leur amener mes compétences admin derrière. Mais si je devais commencer depuis zéro, j'essaierais de trouver d'autres personnes qui sont dans la même branche que moi. Peut-être
vous restez un peu indépendant ou autre, et puis vous essayez d'avoir des ressources communes. Ça permet d'avoir des gens à l'intérieur qui restent, qui voient autre chose. Moi aussi, c'est ce que mes équipes, elles adorent. C'est qu'elles vont pas bosser que sur du monoproduit, elles vont pouvoir discuter. Typiquement, j'ai pas de CTO, mais j'ai un comité IT. Chacun bosse sur un type de site. Souvent, c'est des langages différents parce que nous, c'est que du legacy. C'est pas qu'on crée vraiment des nouveaux sites. Mais ils vont aller parler entre eux des best practices, de ce qui fonctionne chez eux, des problèmes qu'ils ont pu résoudre. Et donc, en fait, ça crée une émulsion en interne. Et puis, on a réussi à créer à améliorer des sites grâce à des idées qui venaient en fait du collègue qui bossait sur le site d'à côté. Donc maintenant, si tu engages des assistants chez toi, le fait qu'ils puissent bosser peut-être même avec un courtier, peut-être avec d'autres personnes, ça permet de mettre en commun toutes ces connaissances. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait le succès, on va dire, des coworking, et des coworking qui fonctionnent bien. Pas forcément un WeWork où je pense que ça s'est un peu perdu par la suite. Mais je pense qu'un vrai coworking où tu mets en commun différentes ressources, mais aussi où tu passes du temps avec d'autres personnes, c'est hyper important. Moi, j'ai besoin de voir, je veux dire, je viens du monde de la finance, mais j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe en marketing, puis j'ai besoin de comprendre dans d'autres métiers, pas que le mien. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'immobilier que je pourrais amener dans l'e-commerce. Et donc, il faut toujours rester curieux. Puis pour rendre ça possible en Suisse, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de créer une petite communauté, un petit coworking. Puis ça, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant à faire ici en Valais. Ouais, c'est clair, ouais, parce que très vite, tu te sens assez seul. Hein. Ah ouais, ça j'imagine. Tout seul dans tes bureaux et courir dans tous les sens. Voilà, on a plusieurs maintenant, mais c'est clair, au début en tout cas, c'est chaud quoi. Mais excellent. Du coup, maintenant, toi, tu t'occupes principalement, parce que Audacia, ça a combien de temps ? Audacia, ça fera 5 ans fin août. Ah ouais. Donc, 5 ans et 12 acquisitions déjà ? Ouais, on a fait une quinzaine. Ouais. Quinzaine ? Une dizaine d'acquisitions avec. Parce qu'après, on a eu des fusions en interne. Le but, c'est pas de garder non plus une pétée de boîte juste pour avoir des sociétés. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est focus e-commerce. Hein. Ça, c'est focus e-commerce. Ouais. Okay. Donc toi, en fait, maintenant, la plupart de ton temps, tu le passes quand même à chercher des opportunités plutôt d'acquisition ? Alors, c'est vraiment ça. Maintenant, une fois qu'on a mis en place justement la structure en interne, avec j'ai un très bon chef des opérations qui tient la barque derrière, une fois que ça s'est mis en place, il faut trouver des acquisitions pour pouvoir faire du plug and play. Mais je veux dire, c'est comme quelqu'un qui a un propriétaire immobilier. Premier immeuble, il va un peu le gérer lui. Le deuxième immeuble, il va commencer à se dire, bon, ça vaut peut-être la peine que je donne une gérance. Ouais, peut-être pas. Puis à partir de 5-10 immeubles, il va donner une gérance. Puis lui, son seul job, c'est d'aller peut-être vendre un immeuble pour faire un gain, pour pouvoir aller en acheter 2 autres de l'autre côté. Et puis donc, c'est un peu ce que moi, je fais. J'essaie de m'éloigner de plus en plus de l'opérationnel. C'est compliqué, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais il faut faire de l'opérationnel. Ouais, moi j'aime bien. Je ferais pas ça. Je voudrais pas faire que ça. Mais je pense que c'est hyper important de connaître aussi son produit, d'être proche de ses équipes et pas faire que de l'acquisition. J'aime bien les deux facettes du métier. Maintenant, c'est clair que l'opérationnel prend beaucoup plus de temps que la partie acquisition. Et recherche d'opportunités. Et le Valais, c'est quand même limité en nombre de boîtes que je peux trouver. La Suisse romande aussi. Donc maintenant, c'est la question, c'est est-ce qu'on va aller chercher à l'étranger Parce qu'en soi, en e-commerce, t'es pas tellement limité au Valais, tu vois, ou non, à la Suisse. Non. Comme le CBD exact. En France, je veux dire, t'as pas vraiment de frontières. Moi, mon plus gros marché, c'est la France. Deuxième plus gros marché, c'est l'Allemagne. Troisième marché, c'est la Suisse. Okay. Mais même avec KissKiss aussi ? Non, KissKiss, on fait que la Suisse. Okay. Mais je dis, si on prend au niveau du groupe, le chiffre d'affaires. Et donc, c'est clair que pour moi, aller développer des marchés, aller trouver des boîtes en France ou en Allemagne, ça peut être intéressant. Puis, de nouveau, c'est des fois des petites équipes. Donc, peut-être que je peux aller... C'est plus facile d'aller racheter un site d'e-commerce, de bouger 4 employés en Suisse et puis de garder la base de clients en Europe. Si maintenant, je veux vraiment ramener les gens ici. Maintenant, j'ai aussi beaucoup de revenus en euros avec des coûts en francs suisses, ce qui est aussi un peu moins intéressant. On en parlait là avec Ivan. Si c'est intéressant, typiquement KissKiss, on gagne parce qu'on achète en euros, on vend en francs suisses. Mais sur d'autres choses, on a les salaires en francs suisses, on achète les produits en Suisse pour les vendre en Europe. Ouais, ça c'est hyper intéressant parce que c'est plutôt le contraire qui se fait en général. Hein. Ouais. C'est vachement intéressant. T'as jamais pensé à potentiellement tout bouger en France ?
on regarde. Moi, je fais pas forcément confiance. Je connais le marché suisse. Je connais les lois. Je sais comment faire ici. Ça fonctionne bien. Aller me délocaliser, c'est compliqué. Je sais pas si mes employés y suivraient. L'idée, c'est peut-être de créer un autre pôle ailleurs, en France, en Italie. Je veux dire, on est à côté de l'Italie, on est à côté de la France. Peut-être pourquoi pas l'Allemagne, pour pouvoir développer. On avait regardé Dubaï. Dubaï, pourquoi? Parce que j'ai racheté une boîte qui était là-bas et ils avaient une top équipe sur place. Okay. C'était que des Français ou Allemands ou autres qui sont allés vivre en fait à Dubaï pour des questions d'impôts. Puis c'était un peu la grosse période de l'âge d'or de l'e-commerce là-bas. Donc on avait vraiment des tueurs. Okay. Je me suis dit putain, ça vaudrait la peine de monter une équipe sur place. Mais malheureusement, faut être sur place. C'est difficile de se dédoubler. Mais donc pour le moment, je reste comme ça et je me dis j'ai meilleur temps d'engager des top personnes ici, de bien les former, vraiment avec la formation continue, puis en les challengeant aussi de toujours se remettre en question, puis de créer vraiment de la valeur ici en Suisse, que peut-être d'aller chercher des salaires plus faibles, de peut-être pas être présent pour pouvoir les suivre, avoir peut-être un travail de moins bonne qualité. Ouais, c'est sûr. Ok, non, bah c'est vachement impressionnant. Et là, vous êtes 60 maintenant. Vous avez donc dans le bâtiment dans lequel on est maintenant. Exact. Vous êtes en train d'agrandir un peu. On est en train d'agrandir, on double l'espace de bureau. Ouais. Donc on avait un fitness, on avait plein de trucs hyper cool avant, on a tout dégagé pour pouvoir mettre la production des stickers au ré. Là on a grandi parce qu'on a 2-3 employés qui viennent, qui vont se rajouter. Puis j'ai 2-3 autres projets aussi, donc j'ai une vingtaine d'employés qui arrivent supplémentaires là maintenant. Donc puis j'ai pris la gestion aussi de notre family office en début d'année, donc j'ai les équipes qui sont là. J'ai bougé Ivan qui avait des très beaux bureaux dans ce bâtiment, je l'ai bougé dans nos bureaux à Lens, puis comme ça je pourrais lui redonner un peu de place, ici. C'est toujours compliqué. Moi je pense que faire trop de bureaux c'est dangereux parce que ça coûte cher d'installer, puis c'est de l'espace qui est inutilisé. Surtout qu'on voit que les gens aujourd'hui veulent bosser, faire du home office. Nous, on autorise un jour de home office pour les personnes qui bossent à 80%. Puis après, on peut faire du cas par cas. Mais on aime quand même que les gens soient ici. Ouais. Donc avoir trop d'espace, mais après avoir de l'espace vide, c'est pas le but. Toujours dur de pouvoir moduler, on va dire, correctement ces espaces. Puis on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, faut toujours avoir un petit buffer. Ouais, c'est sûr. Et tu n'as jamais eu de problème parce que voilà, le Valais, c'est quand même... Sion, c'est encore pas tellement peuplé, c'est une petite ville. Hein. Tu n'as jamais eu le problème de trouver les bonnes personnes pour les installer ici? Alors non, on a trouvé, la plupart des gens venaient d'ici, on les a soit débauchés, on les a souvent débauchés ailleurs. Puis on trouve aussi des gens qui sont pas forcément valaisans ou qui sont valaisans mais qui bossaient à Genève ou Lausanne, qui étaient tout contents de pouvoir revenir. Okay. Donc la qualité de vie en Valais, je veux dire, elle est extraordinaire. Je trouve que tu as une meilleure qualité de vie ici qu'à Lausanne ou Genève. Peut-être la seule différence, c'est qu'ils ont un grand lac. Nous, on l'a pas, mais c'est... Moi, j'adore vivre ici. Et en fait, si tu veux, pour des cadres ou autres, ils peuvent être propriétaires en Valais. Oui, aussi, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, tu prends un cadre, 35 ans, qui gagne bien, il ne peut pas devenir propriétaire à Lausanne ou à Genève. Donc, compliqué. Ouais. Alors qu'ici, il va pouvoir s'acheter potentiellement même une villa individuelle. Ouais. Et ça, je peux dire, quand le gars il vient d'avoir son deuxième gamin, avec sa femme qui loue et puis qui sont en centre-ville, ils sont tout contents de pouvoir... Ça compte vachement. Ouais. Je ne conseillerais pas un gars qui a 22 ans, qui vient de terminer ses études, de venir tout de suite ici. Je pense que tu peux aller faire tes expériences dans des grosses boîtes. Puis il y a beaucoup de choix en Suisse, que ce soit Bâle, Berne, Zurich, Lausanne ou Genève. Mais par contre, après, c'est clair qu'au niveau de qualité de vie, une fois que tu es un peu plus âgé, que tu commences à avoir une famille, c'est hyper intéressant. Puis fiscalement, c'est aussi beaucoup plus intéressant. Puis quand tu as puis souvent, tu as des couples avec 2 revenus. Je peux dire que ça compte. 2 voitures. Bien sûr, c'est clair. C'est quoi vos process? J'imagine qu'il y a des process en place bien structurés pour engager des nouvelles personnes maintenant. Alors, au début, on le faisait un peu à la one again. C'était un peu moi, puis après avec Tristan ou autre. Puis maintenant,
On a, on a une chef RH qui s'occupe de ça, donc on fait vraiment on bosse comme une grosse boîte. Donc c'est d'abord cahier des charges de la personne qu'on recherche. Première chose qu'on va regarder, c'est si on n'a pas des gens en interne. Donc nous, souvent, moi je dis on recycle les employés, mais en fait je crois qu'ils appellent ça des mouvements latéraux ou je sais pas trop quoi. Mais en gros, c'est quelqu'un qui bosse bien, veut peut-être faire quelque chose d'autre. On va lui donner l'opportunité de faire peut-être 50% du job qu'il fait aujourd'hui, puis 50% le nouveau poste. Parce que souvent, on n'a pas besoin de quelqu'un à 100% tout de suite. Ouais. Donc ça permet en fait de pouvoir donner de la variété dans le job de cette personne-là, de voir si elle aime ça, qu'elle puisse se former. Après, si on n'a pas les personnes en interne, on va mettre des annonces et on commence à avoir pas mal cette année de candidatures spontanées. Et donc ça, je suis très très content. Ouais, Après, on bosse beaucoup bouche à oreille et puis LinkedIn. LinkedIn, vous travaillez beaucoup dessus? Moi, j'adore LinkedIn. Ouais. J'ai fait des très bonnes connexions là-dessus. Après, tout dépend le type de job. C'est clair que LinkedIn, tu vas peut-être trouver des personnes un peu plus seniors. Les juniors, peut-être un peu moins. Enfin, peut-être elles sortent un peu moins du lot. Et donc là, on passe quand même plus par une candidature standard. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est quoi ta vision par rapport ou l'utilisation, comment est-ce que vous gérez la partie marketing? Évidemment, que moi, c'est une grosse partie quand même de ce que je fais maintenant, pour la visibilité, la création de la communauté. Mais pour le e-commerce, c'est aussi très important. J'imagine que vous bossez beaucoup, j'imagine qu'il y a un pôle en fait qui fait que ça. Alors nous, c'est clair, alors pour moi, ce qui est toujours très important, on fait pas de dropshipping, on est en Suisse, on a des gens derrière, on n'est pas un scam. Je veux dire, l'e-commerce, ça existe depuis 25 ans, mais il y a toujours des grosses scams. Ça s'est pourri en quelques années. Et ça s'est vraiment pourri en quelques années. Ouais. Et je dis, c'est important pour nous de montrer qui y a derrière. En plus d'offrir un bon service aux clients, de pouvoir leur montrer qui fait ça, montrer le côté humain. Donc on a une équipe en interne. On fait un peu. On a préparé 2-3 vidéos que j'espère pouvoir publier encore un peu cette année. Le problème, c'est que nous, on vend pas que en Suisse. On vend dans une quinzaine, vingtaine de langues, je dirais. Donc c'est compliqué. On a des country managers dans chaque pays qui nous disent en fait comment le pays fonctionne, qu'est-ce qu'ils aiment bien sur place. Et donc ça, c'est des freelances qui sont spécialisés là-dedans, avec qui on bosse, quand on veut ouvrir un nouveau pays, ils nous aident à ouvrir ce nouveau pays. Et après, ils nous gèrent les campagnes, typiquement pour Sticker Kit, quand on fait les campagnes rentrée scolaire. Ils vont voir les différents boîtes PR sur place, ils vont voir ces choses-là, puis ils nous préparent tout ce qu'il faut derrière. Parce que c'est pas le même marché, même si tu te dis l'allemand c'est l'allemand, c'est pas le même marché au nord de l'Allemagne qu'au sud de l'Allemagne et qu'en Suisse allemande. Ouais. Donc nous, vu qu'on peut quand même faire des pubs qui sont targetées de façon géographique, c'est hyper important d'aller toucher la sensibilité locale. Donc si tu prends à nouveau l'exemple des stickers, si tu vas le site depuis stickerkit.de, ce sera des noms allemands avec des numéros de téléphone allemands sur les stickers. Ouais. Si tu vas en France, ce sera français. Si tu vas en Suisse, ce sera suisse. Enfin, c'est important de personnaliser. Mais maintenant, pour le digital, nous, on fait énormément d'AdWords et puis du Facebook. Ouais. Puis ça, c'est clair, on a une grosse équipe en interne. Et c'est beaucoup de paid ad. Puis pour la ferme du CBD, où on n'a pas le droit de faire de paid ad, on fait beaucoup de télé. Donc ça marche bien. Vous avez le droit de faire de la pub? Oui, on a le droit. Ça marche pas forcément bien. C'est pas non plus, ils nous laissent pas mettre à n'importe quels horaires. Ouais. Donc on préfère faire de la pub Google. Par contre, on n'a pas le droit de faire pub télé quand on veut, donc que le soir. Et puis pas le droit à tout ce qui est méta. Ça on peut pas. Par contre, Par contre, là où on est mauvais, je trouve, c'est TikTok. On a vraiment pas raté le virage, mais on est en train de s'y mettre. Une boîte comme la mienne, on devrait déjà être dedans depuis une année, mais c'est compliqué. C'est toute une nouvelle génération qui gère ça. Tous les gars que j'ai là, ils ont grandi sur Insta. Je veux dire, ceux d'avant, même Facebook, après Instagram. Puis maintenant, on a TikTok. Ouais. Donc, il faut aller trouver ces jeunes talents qui savent faire ça. Et tu te fais tellement d'argent aujourd'hui tout seul sur TikTok, c'est difficile d'aller débaucher des bonnes personnes. Ouais. Puis après, il y a des agences, mais je pense, de ma courte expérience,
et des échanges que j'ai eus avec les créateurs de contenu. TikTok, c'est très bien. C'est très bien d'un point de vue visibilité régionale. C'est hyper fort pour ça. Ouais. Ça capte vraiment où t'es, ça montre aux bonnes personnes. Hein. Ouais. L'algorithme est très bon. Par contre, un abonné TikTok, clairement, ne vaut pas un abonné Instagram. Il vaut encore beaucoup moins qu'un abonné YouTube. Ouais. Donc, je pense qu'un abonné YouTube vaut 10 abonnés Instagram parce que c'est des vidéos qui sont longues. Donc, tu vois, quelqu'un qui regarde ce podcast sur YouTube pendant 1 heure, une demi-heure, et il passe ce temps avec nous, il nous connaît à la fin. Bah oui, c'est clair. Et donc, un abonné YouTube vaut 10 abonnés Instagram, un abonné Instagram vaut 10 abonnés TikTok, je pense. Ouais, clairement. Parce que c'est dur de créer une communauté vraiment avec laquelle t'es lié. Je veux dire, les gens swipe beaucoup trop rapidement. Et puis même après maintenant c'est les Reels, mais les Reels c'est 12 secondes. Donc je veux dire, t'as pas de Reels de 2 minutes. Pour moi, YouTube c'est quelque chose que... Pour moi c'est mieux que la télé, c'est mieux que tout. Hein. Je veux dire, c'est extraordinaire. Puis on a toute une génération aujourd'hui qui passe du temps, qui regarde tout sur YouTube. Je regarde ma copine, elle est tout le temps sur YouTube. C'est pas qu'elle va aller regarder une série à la télé, elle va aller regarder des émissions, des créateurs de contenu sur YouTube. Et puis, je veux dire, il y a des choses qui sont hyper qualitatives. Ouais. Mais pour revenir sur TikTok avec la partie régionale, avec Green Van, on a réussi à engager beaucoup de monde et puis à ramener beaucoup de clients grâce à TikTok. Ouais. Bon, t'as un peu des trucs, genre un peu nouveau food porn, je crois que ça s'appelle pas forcément comme ça, mais je veux dire, t'as des vidéos qui peuvent partir... qui peuvent être virales en 2-2. Là, c'était sur un de nos gars qui parlait de la jutosité ou je sais pas trop quoi. Puis les gens, ils sont partis en mode est-ce que ce mot existe ou pas? Puis le TikTok, il a fait, je sais pas dire des millions de vues, mais en tout cas des centaines de milliers de vues. Puis les gens, ils sont venus essayer le burger juste pour savoir s'il était vraiment aussi juteux que ce que la vidéo disait. Donc, si c'est bien fait, je veux dire, je pense que ça remplace surtout Snapchat. On avait fait des campagnes sur Snapchat à l'époque. Ça coûte pas cher, ça te donne une chier d'impression, mais tu convertis que dalle. Donc, si maintenant tu veux lancer un produit dans un nouveau pays et puis que tu veux donner de la visibilité à ton produit pour que les gens disent « Ah, mais je l'ai vu », ça fonctionne. C'est du one shot. Par contre, TikTok, si tu as vraiment un beau compte, ou bien même YouTube, moi je parle beaucoup avec Romain de la bouche qui rit. Lui, il fait un contenu qui est extraordinaire sur YouTube. Je veux dire, on parle de... Il montre des pièces de bœuf. Il y a du contenu pour tout. Nous, le problème, c'est qu'on ne crée pas de contenu parce qu'on n'a pas forcément quelque chose... on a des produits à vendre. Nous, on le vend dans 45 pays. Donc, on le ferait en quelle langue? Français, anglais? C'est compliqué. En anglais. Je pense que c'est clairement ce qu'on ferait. Mais... Je pense qu'on pourrait parler de comment on gère nos boîtes, qui serait intéressant, mais je pense pas que faire des vidéos où on montre les différents sextoys, ce soit forcément... ça ferait des vues, ça. Ça ferait clairement des vues. Ça ferait des vues. Hein. Ça ferait clairement des vues. Franchement, moi, je le ferais, je pense. Hein. Mais YouTube, je crois qu'il nous flague. Je crois qu'on a des trucs... on garde les vidéos sur Vimeo en privé, mais je crois que YouTube, on s'est fait flaguer les comptes. Ah ouais? Mais, possible. Mais Facebook, la même chose. À mon avis, par rapport à YouTube, je pense que YouTube, ça a chamboulé beaucoup de choses, et même l'éducation. Hein. Ah, clairement. Clairement, l'éducation. Et à mon avis, c'est un peu l'école du 21e siècle. Hein. Ouais, quand je vois ce que j'ai appris, moi, sur YouTube, et aujourd'hui, j'ai une question, premier réflexe que j'ai, c'est une vidéo YouTube, qu'elle dure 2 minutes ou 20 minutes. Je me dis, purée, attends, je sais pas comment je fais ça. Genre mes caméras, là. Ouais. J'ai tout appris sur YouTube, micro, machin, podcast, enfin voilà, énormément de choses, mais dans tous les domaines. Dans tout. Puis t'as des personnes de l'autre côté qui n'ont pas forcément fait des grosses études, qui ont un papier pour le prouver, mais t'en as pas besoin. T'as besoin de personnes qui ont l'habitude d'utiliser, pour apprendre la guitare, t'as besoin de quelqu'un qui a fait des heures de guitare. Pour apprendre à coder, je veux dire, t'as besoin de quelqu'un qui a codé des heures et des heures. Pour utiliser ces caméras, tu as besoin de quelqu'un qui l'a fait. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui te montre un papier qui dit « Ah, regarde, moi, je sais monter cette caméra. » C'est clair. Tu veux que le gars il te le montre étape par étape, qu'il puisse l'expliquer puis être pédagogue. Ouais. Et donc, ça ouvre aussi des portes à beaucoup de gens pour pouvoir se créer une communauté autour de passion commune, on va dire. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir des chaînes sur des gens pour les cerfs-volants. Enfin, je pense. Ah ouais, je vais aller googler, je vais aller regarder ça. C'est sûr, c'est clair. Et puis les gens, ils discutent entre eux, ils se disent « Ah, mais quelles sont les best practices dans ton domaine? Ah putain, j'ai pas essayé ça comme ça, pourquoi je le ferais pas ?» Et puis ça, je trouve que
Ça, pour moi, c'est les vrais réseaux sociaux et puis c'est ce que ça devrait être. Ça devrait pas être du contenu léché où tu regardes et tu scrolles bêtement. C'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter quelque chose, où tu t'apprends, tu peux échanger avec les autres. Ça doit rester social. Ce qui était Facebook au début, ça s'est beaucoup perdu maintenant. Mais je pense que YouTube, quand on voit le nombre de commentaires sous les vidéos avec les gens qui prennent le temps de répondre, et ça, je trouve que c'est hyper important. Puis c'est top. Ouais. En fait, pour moi, clairement, si tu veux te divertir, tu vas sur TikTok. Si tu veux apprendre, tu vas sur YouTube. Ah, clairement. Et même que TikTok essaye un peu avec un moteur de recherche interne à sortir des vidéos, mais en 30 secondes, ma foi, voilà. Je pense que, en tout cas, la clientèle actuelle, c'est pas une clientèle qui veut apprendre en allant sur TikTok. Non. Mais après, ce qui est bien, c'est de pouvoir faire un peu du snacking ou comme tu fais, je sais pas comment t'appelles ça, tu prends la vidéo longue, tu fais un format long, puis après, tu prends les highlights, tu les mets sur TikTok ou Insta, tu recycles en réalité la longue vidéo. Puis si tu trouves sympa, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, je suis sur Insta, je suis très peu sur TikTok, mais je suis sur Insta, je vois un Reels qui m'intéresse. Souvent, je vais voir la vidéo après sur YouTube. Ouais. Et je pense qu'en fait, YouTube est en train de prendre... Nous, on faisait des podcasts au début sans la vidéo. Et je pense que Spotify... j'écoute beaucoup de podcasts sur Spotify. Quand je suis dans la voiture, je préfère écouter des podcasts qu'écouter la radio ou de la musique. Ouais. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir la vidéo et pouvoir voir les gens, même si ils le font en cuisinant. Mais de temps en temps, juste pouvoir regarder, le fait de voir un humain de l'autre côté, de le voir interagir, bouger, ça te permet, à mon avis, mieux capter que juste une voix ou peut-être ça va t'aider à t'endormir. Ouais, clairement, ouais. Non, c'est sûr. Ah, magnifique. Comment tu vois l'évolution d'Audacia sur les années à venir ? Je vois d'autres acquisitions. Je pense qu'on cherche toujours à faire une croissance organique, mais les acquisitions nous permettent vraiment de pouvoir grandir à un meilleur rythme. Continuer l'internationalisation avec, pour moi, le marché nord-américain, un marché qui est saturé, mais j'aimerais bien mieux le connaître. Donc peut-être que je passe un peu plus de temps là-bas. Maintenant que j'ai des bonnes équipes ici, construire sur ces bonnes bases. Ça m'a pris 4 ans pour créer ces bonnes bases. Donc maintenant, il faut vraiment capitaliser là-dessus. Et je pense qu'à terme, m'éloigner de l'e-commerce, qui sait, peut-être faire un fonds, peut-être faire autre chose, où on mettrait en fait... parce que ce que je fais, je peux le faire pour de l'e-commerce, mais je peux le faire pour des boring business, des petites PME bien sûr. Qui n'ont pas forcément de site internet, qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux. C'est tous des trucs où nous, en interne, on peut le créer en 2-2, on arrive à leur créer du contenu, puis on arrive à leur gérer derrière. Si j'arrive à racheter, je sais pas, un paysagiste, gars, il part à la retraite, baby boomers, top boîte, mais il n'a pas de relève, puis que je garde ses équipes savent faire le job, puis nous, derrière, on s'occupe de faire la vente, puis de gérer le RH et autres. À terme, je pense que ça, c'est clairement une possibilité. Ouais. Il y a encore beaucoup à faire dans l'e-commerce, mais si je vois des bons deals dans d'autres business, je pense que je ne m'arrêterai pas en me disant non, je fais que de l'e-commerce. Ouais, je pense que quand tu sais vendre, grâce à Internet aussi, tu peux tout vendre. Tu peux faire ce que tu veux. Mon père il m'a toujours dit ça. Il m'a dit va faire un stage de courtage. Il m'a dit le jour où tu sais vendre un immeuble, tu sais vendre quelque chose, tu t'en sortiras toujours. La vente, c'est le nerf de la guerre dans tout. Dans tous les domaines, ouais. Bon, écoute, magnifique. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Cet épisode. Ouais, c'était top. Et puis, au plaisir, en tout cas, de voir la future évolution d'Audacia, même si c'est déjà magnifique ce que tu as mis en place. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Audacia ? C'était coup d'audace. En fait, je cherchais, je me suis dit, bon, j'ai l'audace de me lancer seul. Et puis ça veut dire audacieux en latin, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis après, c'est resté, je trouvais que le nom allait bien. Il va très bien. Et puis, félicitations pour ces bureaux qui sont très sympas. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.